Bonjour à tout le monde, à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous retrouver ici à la Maison Sujet pour ce colloque sur le futur du visage en coopération entre les projets européens Facets, l'Université de Turin et la Fondation Maison des Sciences de l'Homme. Nous travaillons dans des conditions qui sont encore issus de l'émergence, mais je peux quand même enlever mon masque parce que je suis le relateur en ces moments. Je vais commencer tout de suite parce que nous avons un programme assez chargé. Récemment, dans mes propos qui sont toujours sur les visages, j'ai en fait arrêté de me concentrer sur des aspects particuliers parce que ce financement européen m'a donné la chance d'être entouré par des collaborateurs exceptionnels qui se consacrent à des sujets spécifiques concernant justement les visages. Cela me donne la possibilité de avoir une vue assez générale sur ces recherches particulières et essayer de construire une hypothèse plus générale à propos du sens du visage à l'ère numérique, qui n'est qu'une hypothèse concernant les sens du visage tout court. Premier point. Deuxième point, j'ai aussi remarqué que en se concentrant pendant une période assez prolongée sur un sujet précis, quoique très vaste, c'est-à-dire le visage, on a tendance, au bout de 2 ans, 3 ans de recherche, à formuler des hypothèses générales qui commencent à se cristalliser. Donc, ce n'est plus des hypothèses pointues, c'est des hypothèses qui essayent de lire les visages par rapport à l'histoire humaine, par rapport à l'anthropologie humaine. Alors, aujourd'hui, avant de donner la parole à quelqu'un qui sera beaucoup plus intéressant que moi, c'est-à-dire Denis Bertrand, qui nous a fait le cadeau de sa présence aujourd'hui, je vais vous montrer uniquement une image. Cette image-là. Voilà. C'est une image d'un photographe que vous sans doute connaissez très bien. Il s'agit de Willy Ronis. Une photo de 1948 intitulée Mannequin. C'est une photo en fait que j'ai vue en vente dans une vitrine parisienne juste hier. Alors, ce n'est pas un objet d'analyse, ce n'est pas un exemple, c'est une véritable illustration qui résonne avec le thème principal de ma réflexion aujourd'hui. Le visage, à mon avis, est au centre d'une tension permanente qui concerne son invisibilité. Une invisibilité qui déclenche une crise consubstantielle anthropologique de l'autoreprésentation. Alors, cette crise a 2 origines. Une origine biologique, naturelle. L'évolution naturelle, biologique du visage a fait en sorte que la partie la plus importante de nos organes sensoriels soit située dans les visages ou bien autour du visage, les yeux, le nez, la bouche, les oreilles, n'est que les toucher en fait qui est éparpillé tout au long de notre corps. L'évolution naturelle a fait aussi en sorte que cet endroit où se concentrent les organes de la perception soit invisible à l'autoperception. C'est un fait consubstantiel de l'espèce humaine que nous ne pouvons pas voir notre propre visage, tandis que le visage, c'est les centres, les plexus, la surface où nous recevons la partie la plus importante des stimuli concernant l'environnement. Cette crise a cette origine naturelle, mais cette origine naturelle est aussi emphatisée, accentuée selon les périodes historiques, et notamment
a reçu une emphase importante à partir du début de la modernité. Donc, dès que la modernité a déclenché de nouvelles formes de vivre ensemble, des formes socio-économiques, des productions de vivre ensemble, l'on s'est retrouvé de plus en plus dans des contextes de vie anonymisants, où il a été de plus en plus difficile d'avoir recours à l'un de deux moyens qu'on a à notre disposition pour dépasser cette crise de l'autoperception. Alors, l'un de ces moyens, c'est justement la perception par le regard de l'autre. Dans les civilisations indo-européennes, toutes les étymologies des mots principaux concernant le visage est justement lié à cette idée de se faire voir par quelqu'un d'autre, se faire reconnaître par quelqu'un d'autre. C'est le visus latin. Donc là, c'est un moyen de dépasser cette crise, l'autoperception par l'autre. L'autre moyen, c'est la représentation. En fait, même l'origine mythique du portrait dans la Grèce ancienne, qui est liée à la mort, qui est liée au profil, qui est liée à l'ombre, pointe vers cette nécessité de se faire représenter, de faire représenter son propre visage par une représentation extérieure. Alors, il y a une dialectique et même une relation qui est peut-être des proportions inverses entre la possibilité de se faire reconnaître par l'autre dans la relation face à face et la nécessité de se faire représenter, de faire représenter le visage. Alors, deux choses sur cette dialectique. La première chose, c'est que aucun regard n'est dépourvu de technique. Donc, se faire reconnaître par le regard de l'autre, c'est déjà se faire reconnaître par un regard qui est influencé par la technique. Mais cependant, il y a une évolution des techniques. Alors, les miroirs, c'est déjà une technique qui permet, une technologie plutôt, qui permet de dépasser en quelque sorte, ou bien de lenir, d'apaiser cette crise de l'autoreprésentation. Mais l'évolution technique change aussi de façon qualitative les rapports entre les techniques d'autoperception, les techniques de représentation et cette nécessité de dépasser le problème anthropologique de l'invisibilité du visage. Alors, c'est là exactement ce sur quoi devra porter, au moins je l'espère, notre réflexion à nous pendant cette journée. Essentiellement, essayer de formuler des hypothèses sur la question s'il y a des différences substantielles entre les miroirs et les numériques, entre des techniques et des technologies très anciennes qui vont du portrait, de l'autoportrait, les miroirs, l'eau qui reflète les visages, etc., et les numériques. Est-ce que le numérique nous apporte des nouveautés essentielles quant à la possibilité de dépasser cette crise de l'auto-représentation, de l'auto-perception? Alors, ma réponse, qui est encore une réponse temporaire, mon hypothèse temporaire, serait de répondre de façon positive. C'est-à-dire, il y a quelque chose en commun entre l'eau qui reflète le visage, les portraits à la Renaissance, les miroirs à l'époque moderne, le numérique, le selfie, le filtre, etc. Mais quelque chose d'assez essentiel commence d'échanger avec le numérique, quelque chose qui est lié de façon assez complexe à cette image que je vous montre. Alors, nous commençons à nous accoutumer à la possibilité de déterminer les temps d'exposition de notre visage et les temps de notre exposition au visage autrui. Cela s'est vu en premier lieu dans les médias. Nous sommes passés des médias de diffusion, de broadcasting, dans lesquels nous ne pouvions pas contrôler l'exposition des visages présentés par les médias sur les écrans, à une situation qui est dénommée en anglais on demand, sur demande, dans laquelle nous pouvons décider à tout moment
quand nous exposer au visage des autres, quand exposer les visages des autres à nous-mêmes. Cela est une dynamique qui s'est vue d'abord dans la représentation des médias, dans la représentation médiatique, mais l'hypothèse que je lance aujourd'hui, c'est que dans les futurs du visage, cette possibilité de contrôler les temps d'exposition au visage autrui va se transférer de plus en plus au face-à-face, à l'interaction interpersonnelle. Nous aurons tendance à vouloir déterminer de façon absolument stricte et absolument volontaire la façon, les temps, les modalités de l'exposition de notre visage par rapport aux autres et l'exposition du visage des autres par rapport à notre propre visage. De ce point de vue, la pandémie n'a pas en fait changé la nature anthropologique actuelle de notre visage et n'a fait que exposer des traits de l'anthropologie numérique du visage qui étaient déjà présents au moins in nuce avant. C'est-à-dire, la pandémie nous a donné de façon tragique la possibilité de réaliser notre rêve, de ne pas exposer notre visage aux autres, mais de contrôler son exposition à tout moment. Alors, je suis très content d'être parmi vous aujourd'hui, en présence, et non pas en ligne, justement parce que mon visage ne peut pas être contrôlé aujourd'hui. Votre visage à vous est contrôlé par ce dispositif qui est le masque. Mais cependant, nous sommes dans une situation qui peut-être va devenir de plus en plus rare dans le futur du visage, c'est-à-dire l'exposition incontrôlée, casuelle, inconditionnée du visage au visage de l'autre, qui est au fondement de l'éthique du visage, notamment tel qu'il a été formulé par les grands philosophes de l'éthique du visage, Emmanuel Levinas.